Et je travaille notamment beaucoup à TF1 sur les JT. J'ai fait les élections récemment et sur le sport quand il y en a avec du téléfoot ou des matchs de foot. Donc une demi-heure avant le début du JT, je vais l'équiper dans sa salle de frappe. Ensuite, je reviens à ma console, je fais mes tests avec la régie finale. Sur des émissions comme ça qui vont être des fois remixées, à TF1, on va diverger sur 50 minutes inside, sur des choses comme ça, pour pouvoir remixer derrière. C'est des émissions qui passent en montage. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias pour une nouvelle vidéo qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Marie-Caroline, qui est ingénieure du son et qui nous attend dans les studios de Canal+. Juste avant de la retrouver, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que vous me faites par rapport à cette chaîne, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou directement en messagerie privée sur Instagram. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas, si une vidéo vous plaît, à la liker et à la partager. Prenons cette fois-ci la direction d'ici les Moulineaux où nous attend Marie-Caroline. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Marie-Caroline et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors ma première question est quasiment commune à toutes les interviews de cette chaîne. Quel a été ton parcours pour travailler dans le son aujourd'hui ? Alors, j'ai fait déjà un bac scientifique et j'ai fait ensuite un BTS audiovisuel option métier du son. Et un sujet qui peut également intéresser les étudiants, c'est la recherche de stages. Est-ce que c'est un milieu qui permet de trouver un stage ou un apprentissage facilement ? Alors les stages un peu difficilement, mais c'est ce qui est très important, je pense, pour rentrer dans ce milieu. Moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer à Canal. J'ai fait un stage pendant mon BTS qui s'est très bien passé. Et du coup, ça m'a permis de revenir derrière. Mon chef m'a rappelé à la fin de mon BTS pour venir travailler. Un peu plus tard, j'ai fait un autre stage chez Silence qui m'a permis du coup de voir vraiment le matériel audiovisuel et comment se passaient des tournages. Et c'est vraiment très formateur parce que dans les BTS, c'est très... on apprend on apprend peu de technique. Donc le stage est très important, je pense, dans l'audiovisuel pour apprendre vraiment le métier. Et ça fait quoi d'arriver en stage à Canal+ avant d'avoir 18 ans ? Ça fait beaucoup d'émotions. Alors l'avantage, c'est avant 18 ans, vu que j'étais là à 17 ans, on est insouciant. Donc j'avais envie de croquer le monde. J'adorais mon métier. Je me rendais compte que j'aimais ça et que j'étais douée, entre guillemets. Donc c'était génial. En plus, à l'époque, il y avait encore très peu d'intermittents. C'était un petit peu moins développé. Donc on était vraiment une petite famille. J'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis depuis 16-17 ans. Je me suis fait ma famille. J'ai rencontré mon mari. Donc ouais, ça a été énorme. Et du coup, dès le début, c'était en télévision, ni en concert, ni en spectacle ? Alors non, à la base, j'ai fait ce métier parce que j'adore chanter et que je voulais faire de la musique, être chanteuse, etc. Sauf que c'est un milieu plus difficile en tant que femme, je pense, de travailler dans les concerts. Donc je me suis dirigée vers la télé en fait parce que j'ai trouvé mon stage et en y étant, j'ai adoré, donc j'ai jamais cherché à faire autre chose. Et tu as occupé plusieurs postes, donc assistante son, opérateur son, technicienne son, chef opérateur et donc ingénieur du son. Quelles sont les différences entre tous ces postes ? Alors, dans les métiers du son, en effet, on commence assistant, on passe opérateur puis ingénieur du son. Donc, j'ai fait les différentes étapes. L'assistant son est la personne qui assiste vraiment l'ingénieur, donc qui s'occupe de toute l'installation, du tirage de câbles, d'installer les récepteurs HF, de monter le plateau, les enceintes, etc. Ensuite, il y a le métier d'opérateur qui du coup se rapproche de l'ingénieur du son qui est souvent en régie. L'opérateur assiste de plus près l'ingénieur du son. Il s'occupe souvent de tout ce qui est ordre dans un car, ordre dans une régie. Il s'occupe également par exemple, des musiques, de tout ce qui est autour des magnétos, alors que l'ingénieur du son se concentre vraiment sur le mix des micros et c'est un peu le chef de tout, quoi. Et sur quelle émission travailles-tu actuellement ou as-tu travaillé les mois passés, puisque tu travaillais principalement en événements sportifs auparavant et maintenant tu restes principalement en plateau ? Ouais, maintenant je suis plus en régie. J'ai fait beaucoup de foot à une époque où j'étais en extérieur. En vieillissant, j'ai un peu moins envie et en devenant maman, un peu moins envie de faire des déplacements. Maintenant, je suis beaucoup en régie. Alors à Canal+, je vais travailler beaucoup sur du sport. Ici, on est sur le plateau d'Infosport, donc c'est un
un plateau où j'ai beaucoup travaillé. À Canal, il y a également William à midi, qui est sur l'antenne de C8, sur lequel je travaille. Ensuite, toutes les émissions de sport, que ce soit du CFC, du CRC, du rugby, du foot de la F1, un peu de tout. Pour Eurosport, je fais également toute l'antenne sport, beaucoup à la France. Donc récemment, notamment, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont occupé l'antenne. Beaucoup de tennis et de vélo. Et je travaille notamment beaucoup à TF1 sur les JT. J'ai fait les élections récemment et sur le sport quand il y en a, avec du téléfoot ou des matchs de foot. Du coup, il y a un sacré parcours entre ton premier stage et ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu ressens une certaine fierté ? Ouais, j'avoue. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, mais dans le boulot, plus les années passent, plus je prends confiance. Je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière d'être là, je suis fière... Quand je finis un JT, j'ai le pincement au cœur. Je me dis, punaise, je suis là, j'ai réussi. Et ouais, là-dessus, je suis très fière de moi. Et on va revenir à ton travail. Et maintenant, quel est ton travail sur un JT, par exemple ? Alors, sur un JT, je vais arriver le matin vers 10h30. On va avoir beaucoup de tests de canaux, avec notamment les salles de montage pour vérifier qu'on reçoit bien tous les audios, parce que les montages se font quasiment en temps réel sur un JT. Donc on va avoir des tests de machines, je vais avoir des tests de plateau où je vais tester la sono, mes micros, etc. Et ensuite, pendant l'antenne, je vais gérer l'équipement parce que sur le JT, on est seul maintenant. Donc les intervenants sont en micro-table, sauf le présentateur. Donc une demi-heure avant le début du JT, je vais l'équiper dans sa salle de frappe. Ensuite, je reviens à ma console, je fais mes tests avec la régie finale et après, on prend l'antenne. Donc pendant l'antenne, je gère tous les micros, je gère les duplex avec les extérieurs quand il y a des événements. Je gère les machines, les sujets et les musiques quand il y a des beds, etc. Sur un JT, par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Et sur d'autres programmes, est-ce que ça vous arrive de travailler à plusieurs ingénieurs du son ? Oui, on est souvent 2 ingénieurs du son. Là, sur les élections, on était même 4. On est souvent 2 ingénieurs du son à Canal sur du sport notamment, parce que c'est des grosses configs, c'est des configs où on peut avoir 10 personnes en plateau, on peut avoir 5 extérieurs, on peut avoir des duplex, etc. Sur les grosses configs, on est toujours 2. Il y en a où, comme ça, l'ingénieur du son principal, entre guillemets, peut vraiment gérer le mix des micros et l'autre peut gérer vraiment tout le reste sans qu'il y ait de problème de fermeture, d'ouverture de micro, etc. Et si on prend par exemple une émission avec beaucoup de personnes en plateau, est-ce que tous les micros des journalistes et des invités sont toujours allumés ou est-ce qu'il faut savoir anticiper pour ouvrir un micro au bon moment par exemple ? Non, très bonne question ça, par rapport à ce que j'ai répondu tout à l'heure. Les micros sont toujours allumés, on ne prend pas le risque de les éteindre, on les bloque même des fois parce qu'il y a des présentateurs qui vont aux toilettes, qui veulent les éteindre par peur d'être entendus, sauf que souvent on ne les capte pas, les antennes sont vraiment présentes sur les plateaux donc on ne capte pas partout. Ça fait partie vraiment du métier de l'ingénieur du son, de savoir ouvrir au bon moment et de savoir couper au bon moment le micro pour pas louper des phrases, etc. Après, sur beaucoup d'émissions, les présentateurs ont un PTT, un push to talk, qui est un bouton qui leur permet de parler à la régie et de couper leur micro en temps réel quand un invité répond. Ce qui leur permet de dire à la régie, par exemple, sur un JT Sport, quand un consultant répond, de lui dire qu'est-ce qu'on a après, qu'est-ce que tu m'envoies après pour savoir ce qui va se passer dans le reste du journal. Ça, c'est utilisé sur tous les plateaux. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours impressionnant à voir un animateur, un présentateur qui s'adresse à la régie en direct sans que le téléspectateur ne se doute de rien finalement. Sans parler trop fort, sans déranger le consultant. C'est une mécanique très particulière, sachant qu'il a une oreillette. Donc, pendant que l'autre lui parle, il entend quelque chose. De temps en temps, il parle à quelqu'un d'autre. C'est une mécanique très particulière. Et pour t'aider à anticiper, est-ce que tu as besoin de beaucoup de retours vidéo dans ta régie son ? Ouais. On a souvent beaucoup de retours. On a quasiment, pas toutes les caméras, mais beaucoup de caméras qu'on peut regarder, ce qui nous permet d'avoir un œil tout le temps sur le présentateur, voir justement quand il va parler, quand il va reprendre notamment après un duplex, après un autre. On a les extérieurs pour pouvoir voir justement quand quelqu'un répond et on a le programme qui est réalisé avec un preview, savoir ce que le réalisateur va mettre à l'antenne pour anticiper aussi quel magnéto on va passer. Et toujours par rapport à la régie, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la régie son qui est souvent isolée de la régie image, sauf ici à Canal+. Alors, pas ici dans la régie d'Infosport parce que ça fait partie des nouvelles petites régies où on est tous sur le même lieu de travail, mais la plupart du temps, c'est séparé. Donc, les outils principaux, ça va être évidemment la console sur laquelle je vais mixer. Et ce qui va être très important, c'est les panels d'ordre. Les panels d'ordre qui vont me permettre justement de discuter avec la personne en plateau et la régie d'à côté, la régie vidéo, les magnétos, tout ça. C'est un panel d'ordre où j'ai les clés pour parler à tout le monde.
Je vais avoir aussi, je peux avoir un panel de son, un ampli, je peux avoir plein de choses comme ça suivant les cabines, etc. Mais le principal, c'est vraiment ma console son, mon réseau d'ordre. C'est les 2 outils principaux de l'ingénieur du son. Et est-ce que toutes les pistes de tous les micros sont enregistrées indépendamment pour pouvoir récupérer et isoler le son d'un animateur ou d'un chroniqueur par exemple? Ça, on le voit beaucoup dans TPMP ou dans les émissions qui nous proposent des bêtisiers. Ouais, alors normalement non. Sur un direct, on n'a quasiment pas les micros de divergés, ça s'appelle être divergé. On enregistre le programme, etc. C'est plutôt sur des émissions enregistrées, à Canal notamment sur le Cercle, sur des émissions comme ça qui vont être des fois remixées. À TF1, on va diverger sur 50 minutes inside, sur des choses comme ça, pour pouvoir remixer derrière. C'est des émissions qui passent en montage. Après, sur les directs, comme tu le disais, notamment sur TPMP, ça va être de la div ou ça va être du micro qui reste ouvert pendant la pub, pour pouvoir entendre les petits trucs qui se disent. On le faisait aussi sur Téléfoot à une époque où Greg et Vicente passaient leur temps à chanter et à se vanner pendant les pubs. On enregistrait, on laissait ouvert les micros qu'on enregistrait pour pouvoir faire des petits best-of, passer des petits moments drôles. Donc ça se fait, mais pas sur toutes les émissions. Et est-ce qu'il faut une oreille particulière pour devenir ingénieur du son? Question compliquée. Oui, mais ça s'apprend, je pense. Je pense que je suis pas sûre que j'avais une oreille. Alors j'avais une oreille musicale parce que j'ai fait beaucoup de musique, donc peut-être que ça me permettait d'être plus ouverte. Mais je pense que ça s'apprend en fait. Avec la passion, on apprend à entendre des fréquences, à entendre des sons. Après, c'est vraiment très particulier. 2 ingé-sons peuvent mixer vraiment différemment parce qu'on a une oreille différente. Donc je pense que ça s'apprend. Chacun a une oreille différente et on apprend à reconnaître les bonnes fréquences. Et autre chose, puisque quand on cherche des conseils pour poster des vidéos sur YouTube, on dit souvent que le son est beaucoup plus important que l'image. Si le son est désagréable, on va vite passer à la vidéo suivante. Est-ce le cas en télévision également ? En télévision, malheureusement non. On a tendance à dire que le son passe toujours après, que tant que l'image est bonne, le son, c'est pas trop grave quand il y a un pain de son. Mais pour moi, le son est primordial parce que vous pouvez voir une belle image. Si vous ne comprenez pas le discours de la personne ou si vous passez un magnéto qui est saturé, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, le son est primordial. Certaines personnes s'en rendent compte. Beaucoup de réalisateurs maintenant font très attention au son et de plus en plus à avoir une antenne de qualité et du coup que le son aille avec leur image. Mais la phrase souvent qu'on disait, c'était dès qu'il y avait un pain à l'antenne, c'est la faute du son. C'est toujours la faute du son. Et on en parlait tout à l'heure en début d'interview. Est-ce qu'il a été facile pour toi de te faire une place dans ce milieu qui est principalement masculin ? Parce que c'est vrai qu'en image ou en son, on retrouve beaucoup d'hommes. Alors pour moi, oui. Je pense que ça a été au contraire bénéfique parce que je pense que je suis arrivée justement quand il y avait peu de femmes. Donc on m'a chouchoutée, on m'a ouvert les portes. Après, j'étais une femme plutôt dynamique qui savait ce qu'il voulait, donc ça a aidé. Je me suis vite mis dans ce milieu d'hommes. Il faut avoir du caractère, il faut savoir répondre. J'ai pas de problème avec des petites blagues, avec des trucs. Je peux être un homme aussi, je pense, qui aide en fait à rentrer dans ce milieu. Donc non, ça m'a servi. J'ai été chouchoutée, j'ai été enceinte, tout le monde a été là pour moi. J'ai peu d'anecdotes, je dois en avoir une ou deux, mais j'ai peu d'anecdotes où le fait d'être une femme me dessert, quoi. Et tes projets pour la suite ? On va terminer d'ailleurs avec cette question. Mes projets, déjà continuer à faire ce métier que j'aime, à faire des émissions, à avoir des challenges comme les élections récemment sur TF1, où on m'a fait confiance, faire d'autres JO, faire des Coupes du Monde, avoir toujours plus, quoi. En fait, plus on avance, plus on a envie d'apprendre toujours. L'avantage dans notre métier, c'est qu'on apprend toujours. Il y a des nouvelles consoles, le monde de l'audiovisuel change, donc on apprend. Donc continuer à faire des belles rencontres, à faire des belles émissions, et ce serait déjà fantastique. En tout cas, c'était une interview passionnante et ça se voit que tu es passionné. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo donc qui vous emmène une fois de plus dans l'ombre des médias.